Salut tout le monde. Ce soir, nous allons plonger dans une époque où les contes de fées n'étaient pas écrits pour endormir les enfants, mais pour les marier. Oui, ce soir, vous devenez cette toute petite fille au Moyen Âge qui troque les galets du ruisseau contre un mari quadragénaire avec une armure cabossée et 2 verrues sur le nez. Votre enfance, elle commence à peine que, déjà, elle s'efface. Vous portez une tunique un peu trop longue, un chignon bâclé par votre grande sœur, et vous courez après une poule. Et pendant ce temps, dans la salle commune enfumée, votre père verse un peu trop de vin à un inconnu en parlant d'arpents de terre et de noms de famille. Ce n'est pas une devinette, c'est votre futur. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que vous y êtes, dites-moi en commentaire où vous écoutez ça et quelle heure il est chez vous. Moi, je suis probablement en train de murmurer ça sous une couverture, avec un chat qui juge mon diction. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous avez peut-être 5 ans, vos doigts sont tachés de mûre, vos genoux pleins de bleu, vous traînez dans la poussière avec un petit bâton que vous appelez « baguette magique ». Sauf que la vraie magie, elle se passe ailleurs. Derrière des portes épaisses, des adultes discutent de vous comme d'un meuble précieux. Il ne s'agit pas d'amour, ni même de tendresse, il s'agit de stratégie. Et cette stratégie, c'est un mariage. Les mariages d'enfants ne sont pas des exceptions au Moyen Âge. Ils sont souvent la norme dans certaines classes sociales. Pas chez les paysans très pauvres, car personne ne veut prendre une bouche de plus à nourrir. Mais chez les familles un peu mieux établies, c'est un investissement. Vous êtes une alliance, une transaction, et vous n'avez aucune idée. Il y a des jours où vous remarquez des détails, comme cette fois où votre mère vous a lavé derrière les oreilles 3 fois de suite avant un dîner où venait un visiteur important, ou ce matin étrange où on vous a mis une robe sans trou. Même votre frère a été poli, c'est dire. L'enfance, dans cette société, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une préparation. Les enfants ne sont pas vus comme des êtres en devenir, mais comme des petits adultes imparfaits. Et pour les filles, cette imperfection se corrige par un mari. Oui, un mari, avant même d'avoir des seins. Parfois avant même d'avoir perdu toutes vos dents de lait. Et ce n'est pas qu'une question d'aristocratie. Même dans les bourgs marchands, certaines familles rêvent de sécuriser leur statut. Vous êtes un pion doux et souriant, avec des tresses bien faites et une dot modeste, mais suffisante pour qu'un cordonnier en ascension vous remarque. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces mariages d'enfants étaient réellement consommés aussitôt. Beaucoup affirment que la cohabitation commençait tôt, mais que la chose, que je vous épargnerai, attendait la puberté. D'autres pensent que les règles du jeu étaient bien plus floues, surtout à la campagne, où l'Église fermait les yeux tant que personne ne criait trop fort. Un jour, vous remarquez qu'on vous observe autrement. Les femmes du village parlent moins librement devant vous. On vous envoie aider à la lessive, pas pour être utile, mais pour apprendre. On vous fait répéter des prières un peu trop sérieuses. Et puis, un matin, votre mère vous réveille tôt. Elle vous coiffe avec soin, en silence. Et vous vous rendez compte que le jeu est terminé. Ce matin-là, on vous présente quelqu'un. Il sent le cuir usé et le cheval. Il vous regarde comme on regarde une charrette. Il dit que vous êtes jolie pour votre âge. Et vous ne savez pas s'il faut sourire ou pleurer. L'après-midi, vous retournez jouer. Mais c'est différent. Même vos amis vous regardent avec cette lueur de pitié dans les yeux. L'une murmure, elle va se marier. Et ça sonne comme une maladie. Peut-être parce que c'en est une, au fond. Une maladie lente, silencieuse, qui vole les rires pour les remplacer par des responsabilités qu'on ne comprend pas. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces filles-là, vous, n'avaient aucun vocabulaire pour exprimer la peur. Pas les mots, pas l'espace, pas le droit. Vous saviez tisser, faire du feu, réciter le Notre Père
en latin de travers. Mais vous ne saviez pas dire non. Une anecdote revient souvent dans les chroniques. Celle d'une petite noble anglaise de 6 ans, mariée à un garçon de 12, pour unir 2 domaines. La cérémonie fut somptueuse. Elle s'endormit sur les marches du chœur pendant les vœux. On l'embrassa sur le front, puis on la renvoya dans sa chambre, avec une poupée à la main. 2 mois plus tard, son mari mourut d'une chute de cheval. Elle fut veuve avant d'apprendre à lire. Les adultes appellent ça la destinée. Vous commencez juste à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être quand votre frère vous dit « T'as de la chance, tu n'auras plus à traire la chèvre », comme si c'était une promotion. Et le pire, c'est que tout cela vous semble normal. Vous n'avez jamais vu une femme choisir librement son mari. Vous ne connaissez pas d'amour romantique, à part celui dans les chansons de troubadours qu'on vous interdit d'écouter parce que c'est pas pour les filles sages. Vous vous souvenez de la robe sans trou? Elle est accrochée à la poutre au-dessus de votre lit. C'est votre robe de mariage. Et vous n'avez pas encore 7 ans? Vous êtes fiancés. Voilà, c'est officiel. Pas en grande pompe, ni avec une bague que vous pourriez montrer en fanfaronnant autour du puits. Non, c'est plutôt une annonce sèche, formulée entre 2 bouchées de ragoût de navet, où votre père murmure à votre mère. C'est fait, ils acceptent. La cérémonie sera avant la fin du mois. Et vous continuez à mâcher. Le contrat est scellé bien avant que vous ne sachiez écrire votre prénom, sans le confondre avec une incantation. Ce n'est pas un accord basé sur les sentiments, bien sûr. C'est un traité, une transaction. On discute de votre futur mari comme on négocierait un âne solide. Est-il fertile? Discipliné? Bien né? Possède-t-il un toit sans fuite? Et surtout, quel est son rang? Parce que tout est question de hiérarchie. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit d'alliance. Dans certaines régions, les fiançailles ont lieu dès l'âge de 2 ou 3 ans. Oui, 2 ans. Vous n'avez même pas fini de sucer votre pouce que quelqu'un, quelque part, a signé un bout de parchemin scellant votre destin conjugal. Et vous vous demandez pourquoi, aujourd'hui, vous avez dû porter des chaussures. C'est d'autant plus fascinant que ces contrats sont très sérieux. L'Église, qui a toujours aimé fourrer son nez dans les affaires conjugales, considère que l'engagement est un sacrement, mais surtout un acte juridiquement valable. Il ne peut être rompu que pour des motifs précis, parenté trop proche, impuissance prouvée ou hérésie notoire. Autrement dit, vous êtes coincé. Les termes du contrat sont soigneusement rédigés, parfois même avec des clauses précises. Par exemple, la fiancée sera remise au fiancé à ses 12 ans révolus, sauf si la peste l'emporte avant. Ou encore, en cas de conflit entre les familles, la dot reviendra intégralement au père de l'époux. Bref, ce n'est pas une cérémonie sentimentale, c'est une micro-guerre préventive. Ce qui est particulièrement ironique, c'est que, dans certains cas, vous ne voyez même pas le fiancé avant la cérémonie. Vous êtes promise à un nom, une lignée, une somme en pièces d'argent. C'est le mystère complet. Comme Tinder, mais sans photo, sans biographie et sans bouton pour glisser à gauche. Un exemple frappant. En Provence, vers le XIIIe siècle, une jeune fille d'à peine 6 ans fut fiancée à un héritier absent qui vivait en Espagne. Elle ne le rencontra qu'à ses 14 ans, le jour de leur mariage. Lui avait déjà eu 2 fiancées, toutes mortes de maladies diverses, avant qu'il ne puisse les épouser. Vous sentez venir l'ambiance, non? Les historiens se disputent encore pour savoir si les enfants comprenaient vraiment ce qui se passait. Certains pensent que les jeunes filles étaient préparées dès le plus jeune âge à leur rôle futur. Épouse, mère, gestionnaire du foyer. D'autres pensent que le choc émotionnel du mariage venait d'un flou volontairement entretenu. Comme si, tant que personne ne disait les mots, la vérité ne comptait pas. Et c'est sans compter les fiançailles par procuration. Oui, vous pouvez être fiancé à quelqu'un représenté par une tierce personne, souvent un oncle ou un écuyer un peu gras, qui lit les vœux à sa place. Parfois, votre futur époux est en croisade ou à la cour du roi. Mais ça n'empêche pas de vous fiancer, hein? L'amour peut bien attendre,
tant que le contrat est signé. La scène est souvent la même. Vous portez une couronne de fleurs, on vous tient la main et on vous fait répéter des mots que vous ne comprenez pas. Vous vous trompez, vous bafouillez, et tout le monde rit doucement, sauf vous, parce que vous sentez que quelque chose vous échappe. La pression familiale est constante. Votre mère vous murmure que c'est pour votre bien, que d'autres n'ont même pas cette chance, que le fiancé est doux et qu'il possède une étable propre, ce qui, visiblement, est le summum du romantisme médiéval. Et quand vous osez demander « Mais je pourrais encore jouer avec Blanchette », on vous répond par un silence coupant. Une anecdote venue de Bohême au XIVe siècle rapporte qu'une fillette a tenté de fuir la cérémonie de ses fiançailles. Elle s'est cachée dans la remise à outils et a mangé la moitié d'un pain moisi pour survivre. On l'a retrouvée 2 jours plus tard, grelottante, puis réprimandée, non pour avoir fui, mais pour avoir gâché du pain. Priorité. Les rituels eux-mêmes sont parfois effrayants. En Allemagne, certaines familles faisaient apporter à la fillette une miniature de sa future maison, un petit panier contenant une poupée, un chiffon brodé et parfois un minuscule balai. Un petit kit de la future épouse. C'est mignon, sauf que c'est un piège. Et pendant ce temps, votre vie de petite fille se fige. Vous jouez moins. On vous confie des tâches plus sérieuses. Vous apprenez à coudre, à tisser, à saluer poliment les adultes. Vous perdez des amis, soit parce qu'elles déménagent, soit parce qu'elles sont, elles aussi, fiancées ailleurs. Et la société vous félicite. Vous devenez femme. Pourtant, vous n'avez pas encore la force de porter un seau d'eau sans renverser la moitié sur vos pieds. Ce qu'on oublie aussi, c'est que les garçons n'échappent pas totalement à ce cirque. Certains sont aussi fiancés jeunes, mais souvent avec une attente plus longue avant l'union officielle. Et surtout, eux n'ont pas à partir vivre dans la maison de leur fiancé. C'est vous, la fille, qui êtes déplacée comme un pion sur un échiquier. Les pires, ce sont les fiançailles annulées pour des raisons économiques. Oui, vous avez tout traversé. L'annonce, les prières, les essayages, et au dernier moment, quelqu'un annule parce que la famille adverse a trouvé un meilleur parti. Vous, on vous recycle. Charmant. Vous vous souvenez de votre robe accrochée à la poutre? Elle a été remplacée. Le tissu est plus rêche, moins coloré. La famille a revu le budget à la baisse. Et vous continuez à attendre un mari qui viendra peut-être ou pas. 12 ans. Ce chiffre revient encore et encore, comme une obsession. L'âge minimum canonique pour qu'une fille puisse se marier selon l'Église. Pas qu'on vous demande votre avis, bien sûr. 12 ans, c'est ce qu'on décide pour vous. Mais pourquoi 12? Pourquoi pas 13 ou 15 ou, soyons fous, l'âge où vous comprenez ce que veut dire être marié? Et surtout, pourquoi certaines filles sont-elles mariées à 8, 9, parfois même 6 ans? Eh bien, c'est là que ça devient croustillant, dans le genre croustillant comme une biscotte trop sèche. L'Église catholique, dans toute sa sagesse, a fixé les seuils d'âge pour les mariages au XIIe siècle, 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons. Mais ces chiffres sont théoriques. Dans la pratique, les règles se tordent comme un vieux chandelier. Parce que, surprise, entre le droit canon, les coutumes locales et les intérêts familiaux, la loi devient une sorte de soupe confuse où chacun pioche ce qui l'arrange. Et vous flottez là-dedans, comme un petit pois dans le bouillon. Les juristes médiévaux adorent les nuances. Ils se délectent de formulations telles que l'âge de discernement ou la capacité de consentement. Mais personne n'explique ce que ça signifie pour une fille élevée entre le poulailler et la récitation de psaumes. À 8 ans, vous ne savez même pas ce qu'est « consentir », sauf que ce mot ne vient jamais seul. Il est accompagné de regards gênés et de phrases inachevées. Alors pourquoi 12 ans? Les historiens se disputent encore pour savoir si ce seuil vient d'une logique biologique. La puberté, évidemment,
ou d'une volonté de standardisation légale dans une société fragmentée. L'idée, c'est que la fille est apte à concevoir, comme si tout tournait autour de ça. Être une épouse, assos, être une future mère. Même si vos bras ne dépassent pas encore la longueur d'un balai. Mais dans les faits, l'âge de la puberté varie énormément selon l'alimentation, le climat, la génétique. Et puis, il y a les exceptions. Cette noble Autrichienne, mariée à 9 ans, parce que sa famille était pressée. Ou cette orpheline lombarde, offerte à un veuf sexagénaire à 7 ans, sous prétexte qu'elle tenait bien une aiguille. Le système permet une flexibilité absurde. Vous pouvez être marié avant l'âge légal si le mariage est promis pour plus tard. Un peu comme si vous réserviez un logement que vous n'habiterez pas avant 5 ans. Sauf que le logement, c'est vous. Et puis, il y a cette question délicate, la consommation du mariage. Techniquement, le mariage peut être célébré sans être consommé. En théorie, parce qu'en pratique, tout dépend du zèle religieux du curé local et du degré d'ambition du mari. Certains attendent que vous ayez fleuri, traduisez, vos premières règles. D'autres, moins patients, s'en remettent à Dieu et à leur propre interprétation du devoir conjugal. Une anecdote souvent citée et glaçante vient d'Angleterre. Marjorie, une jeune fille de 11 ans, mariée à un homme 3 fois plus âgé qu'elle. Les registres indiquent qu'elle souffrit d'un saignement prolongé dès la nuit de noces. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une chronique légale. Mais revenons à vous. 12 ans approchent. Vous commencez à comprendre ce que cela signifie. Les servantes baissent les yeux quand vous posez des questions. On évite les sujets délicats pendant les repas. Et surtout, on vous prépare, littéralement. On vous apprend à tenir un foyer, à vous coiffer sans paraître frivole, à faire cuire une tourte sans cramer les bords. Et chaque jour, vous sentez l'étau se resserrer, comme une robe un peu trop petite qu'on vous force à remettre. Et pourtant, certains pensent vous rendre service. Mieux vaut marier jeune, ainsi ton mari pourra t'élever à sa façon. Ce genre de logique qui fait grincer les dents, même dans un sommeil profond. Un débat reste vif parmi les médiévistes. Les familles pensaient-elles vraiment protéger leurs filles, ou bien étaient-elles simplement soumises à une logique sociale trop forte pour être contestées? Probablement un peu des deux. Dans un monde où une fille non mariée est une charge, voire une honte, l'important est de la caser, pas de l'écouter. Certains lieux sont plus stricts que d'autres. Dans la péninsule ibérique, par exemple, on trouve des cas documentés de jeunes filles mariées dès 7 ans avec le soutien actif de l'Église. En revanche, certaines zones germaniques appliquent des délais plus longs, jusqu'à 15 ou 16 ans, mais toujours avec des exceptions. Et puis, il y a cette peur du scandale. Si vous attendez trop, les rumeurs courent. On commence à murmurer que vous êtes difficile, voire stérile. À 15 ans, une fille périmée. On préfère prendre les devants, même si ça veut dire vous arracher à l'enfance. Un souvenir vous revient. Vous aviez peut-être 9 ans. Une vieille cousine, mariée depuis ses 12 ans, vous avait dit d'un ton fataliste. Ça fait mal au début, puis on s'habitue. Elle parlait de la vie conjugale comme d'une douleur de dents persistante. On finit par ne plus y penser. On fait avec. Mais vous ne voulez pas vous y habituer. Et pourtant, on vous montre une petite boîte brodée, un cadeau de fiançailles. Dedans, un ruban rouge, un savon parfumé et un tout petit flacon de parfum à l'angélique. Votre mère vous sourit. C'est pour ta nuit de noces. Vous hochez la tête, sans savoir pourquoi vous avez envie de pleurer. Vous vous souvenez de la fillette dans la remise à outils? Vous avez pensé à elle plus d'une fois, à sa révolte inutile, à son goût amer de pain moisi. Vous vous demandez ce que vous feriez, vous. Fuir? Et aller où? Tout est prévu pour vous. Chaque chemin est barré, chaque porte verrouillée. 12 ans, c'est demain. Et demain, c'est déjà trop tard. Le voilà, le grand homme. Celui qu'on vous présente avec une solennité gênée.
dans une salle où la cheminée fume plus que de raison. Il se penche vers vous, vous touche le menton du bout des doigts, ses ongles sont un peu noirs d'ailleurs, et dit « Elle semble en bonne santé. » Et voilà, vous êtes validé, comme une miche de pain pas trop brûlée. Ce moment-là, vous ne l'oublierez jamais. Pas tant pour l'homme, ni même pour les paroles, mais pour le silence qui a suivi. Ce silence lourd, approbateur, pendant lequel votre père a hoché la tête, lentement, le genre de hochement qui signifie « c'est scellé », et vous réalisez que cet homme, ce futur époux, n'est pas tout jeune. Il a des cheveux blancs aux tempes, des dents douteuses, une voix grave qui vous fait peur. Il pourrait être votre oncle, votre père même. D'ailleurs, il l'a peut-être connu à la guerre. Charmant. Le rôle du père, dans tout ça? Ah, c'est une énigme. Un mélange étrange entre protecteur et courtier. Il vous élève, vous aime peut-être même à sa manière, mais il est aussi celui qui vous offre à un autre. Avec application, avec fierté, comme s'il vendait le fruit de son jardin. Sauf que le fruit, c'est vous, et que vous êtes encore verte. Dans certaines familles, la dot prend plus de place que vous. C'est elle qui fait pencher la balance. Votre valeur est chiffrée, draps brodés, coffres en chêne, un petit troupeau, peut-être une parcelle de vigne. Et le père se transforme en gestionnaire. Il fait les comptes, il vérifie que vous ne souriez pas trop, mais juste assez. Il calcule vos chances comme on planifie une moisson. Les historiens se disputent encore pour savoir si les pères de cette époque agissaient par contrainte sociale ou par intérêt personnel. Certains voient en eux des victimes du système, prisonniers d'un ordre patriarcal millénaire. D'autres pointent du doigt leur zèle à contrôler la sexualité de leurs filles, leur obsession de l'honneur, ce mot si vague et si violent. Vous sentez bien, vous, que votre père a changé. Depuis les fiançailles, il vous parle plus rarement. Il vous regarde avec un mélange de fierté et de distance, comme s'il s'entraînait déjà à ne plus vous voir. Et quand il vous parle, c'est pour dire « N'oublie pas de remercier le Seigneur quand on te présentera. » Mais remercier de quoi? D'avoir été troqué comme un sac de blé raffiné? D'avoir été confié à un homme qui mâche bruyamment et vous appelle déjà « ma petite femme », une anecdote vous revient. Celle racontée par votre cousine qui avait vu son père négocier sa dot devant elle, comme si elle n'était pas là. Elle se souvenait distinctement de cette phrase. Elle vaut au moins 2 vaches. Elle s'est tissée depuis l'âge de 8 ans. 2 vaches. C'était le prix de son enfance. Le pire, c'est que tout le monde fait semblant de trouver ça normal. Le curé bénit l'union. Les voisins félicitent la famille. Les commères disent « Il est un peu vieux, mais au moins il a une maison solide. » On vous explique que la solidité d'une toiture est plus importante que la douceur d'un sourire. Et puis, il y a ce malaise silencieux. Cette impression diffuse que même ceux qui vous aiment ne peuvent rien faire. Votre mère soupire, mais elle ne proteste pas. Votre frère détourne les yeux. Personne ne crie, personne ne frappe du poing sur la table. Tout est poli, encadré, approuvé. Parfois, vous croisez d'autres filles dans votre situation. Une d'entre elles a 12 ans. Elle dit qu'elle aime bien son mari, qu'il lui apporte des figues séchées. Mais son regard fuit quand elle le dit. Elle mâche ses mots comme si elle mâchait une corde. Et vous comprenez qu'elle essaie juste de survivre. Le rôle du père, donc, oscille entre stratégie sociale et garde-chiourme. Il pense faire ce qu'il faut. Il pense vous protéger, vous installer, vous faire une place. Mais sa place à lui, vous commencez à la comprendre. C'est celle de celui qui décide, qui tranche, qui n'écoute pas vraiment. Dans certains cas, rares mais documentés, des pères refusaient les unions trop précoces. Ils attendaient, faisaient mine de chercher un meilleur parti. Mais ils étaient vus comme faibles, lents, trop tendres, et dans cette société, la tendresse est suspecte, surtout envers les filles. Et puis, il y a les familles où le père est absent, mort ou en croisade. Là, c'est un oncle, un tuteur, un frère qui prend le relais,
parfois même un monastère. Oui, un couvent peut organiser votre mariage si vos parents sont morts. L'amour, version cléricale. Le plus amer dans tout cela, c'est que ce système se transmet. Vous vous souvenez des mots de votre grand-mère? C'est comme ça depuis toujours. Moi aussi j'avais peur. Et puis j'ai appris. Appris quoi? À se taire, à endurer, à disparaître doucement derrière un nom d'épouse et une odeur de soupe tiède? Vous commencez à rêver d'autre chose, peut-être fuir, peut-être parler. Mais la voix est faible. Elle grésille comme une chandelle trop courte. Vous êtes encore là, assise sur le banc, les mains croisées sur votre jupe, à attendre qu'on vous appelle. Et quand votre père vous regarde, ce jour-là, vous croyez voir une hésitation, une fissure dans le masque. Il vous sourit, un peu triste. Puis il dit, « Tu verras, il est bon chasseur. Il te nourrira bien. » Comme si c'était ça, le bonheur, la dot. Ce mot claque comme une pièce sur le comptoir d'une taverne. Et dans votre vie, c'est presque la chose la plus importante que vous possédiez. Sans vraiment la posséder. Vous ne la voyez jamais, cette dot. Vous ne la touchez pas. On vous en parle à voix basse, on vous dit qu'elle est respectable, qu'elle vous ouvre des portes. Mais vous continuez à coudre des bordures de nappe avec les doigts engourdis. Une dot au Moyen Âge, ce n'est pas un bonus, c'est une garantie, une forme d'assurance-vie, ou plutôt de caution. Elle rassure la famille du futur mari. Oui, cette fille n'est pas un poids mort. Oui, en cas de décès prématuré ou de querelle, il y aura quelque chose à récupérer. Oui, elle vaut quelque chose. Sympa, non? Elle peut être en argent, en bétail, en terre, en meubles, en promesses de récolte ou même en habits brodés. Dans certains cas, on y ajoute des objets plus insolites, une dentelle rare, un chandelier hérité, un banc sculpté par un oncle daltonien. Tout est bon à prendre tant que ça brille un peu. Et vous? Vous êtes au centre de ce grand inventaire. Vous n'êtes pas la propriétaire, mais le prétexte. On vous entoure de chiffres, de conditions. Elle apportera 12 livres, 3 robes, 2 vaches et le moulin du bas. Le moulin du bas, que vous n'avez jamais vu, mais qui, apparemment, est très convoité. Les historiens s'écharpent encore sur le sens réel de la dot. Est-ce un acte de protection, un moyen de garantir la survie d'une femme en cas de veuvage, ou une simple transaction économique, façon marché aux épouses? La vérité se situe probablement entre les deux, mais une chose est certaine, dans votre vie, la dot parle plus fort que vous. Une anecdote illustre bien ce paradoxe. À Florence, vers 1340, une jeune fille de 14 ans apporta une dot si importante qu'elle fut mariée à un noble 2 rangs au-dessus de sa propre famille. Mais le mariage tourna court. Le mari exigea une augmentation de la dot après la nuit de noces. Motif question marque. Elle n'était pas aussi docile qu'annoncé. Charmant. Elle fut renvoyée chez ses parents et la dot partiellement confisquée. C'est là le piège. Une fois donnée, la dot peut vous échapper. Certains maris la détournent, l'engloutissent, la dilapident. D'autres y ajoutent une contre-dot, sorte de dot masculine, souvent bien moins généreuse, juste histoire de dire qu'eux aussi ont mis un truc sur la table. Genre une chope d'étain ou un manteau miteux. Et puis, il y a le douaire, ce que vous recevrez si votre mari meurt. Ce qui, vu la différence d'âge, est plus que probable. Mais ne vous emballez pas. Ce douaire est souvent théorique. On vous promet un bout de vigne, un coin d'âtre, une rente annuelle de 3 œufs. Vous mourrez de froid, mais avec dignité. Votre mère, elle, s'inquiète de cette dot depuis votre naissance. Elle a mis de côté. Elle a brodé, cousu, fait sécher des herbes, négocié avec des cousines. Elle y a mis sa fierté, son énergie, sa peur de l'échec. Pour elle, votre dot, c'est aussi son honneur. Si elle est insuffisante, les gens diront « elle a mal préparé sa fille ».
Et ça, c'est pire que tout. Un jour, vous entrez sans faire exprès dans la pièce où vos parents comptent les pièces de votre dot. Ils ne vous voient pas. Votre père murmure. Si on vend le petit champ, on atteint les 100 livres. Et votre mère répond. Elle aura au moins ça, même si je dois me priver cet hiver. Vous vous retirez en silence, pas pour les déranger, juste parce que vous vous sentez, soudain, trop lourde pour vos petites jambes. La dot, en théorie, vous revient. En pratique, elle disparaît. Une fois remise au mari, elle entre dans le patrimoine conjugal. Vous n'avez aucun contrôle dessus. Vous ne pouvez pas en réclamer la gestion. Et si vous osez demander ce qu'il en fait, vous serez accusé d'être curieuse. Une épouse ne fouille pas dans les comptes. Elle sourit et prie. Certains villages ont des règles locales étranges. À Carcassonne, au XIIIe siècle, les dotations incluaient parfois des animaux déjà nommés. Une fillette, reçue en dot, 2 oies appelées Marie et Berthe. Quand l'époux voulut les manger, elle protesta. Il les tua quand même. Le curé jugea que c'était son droit marital. Vous auriez probablement pleuré dans l'étable. Et même après tout cela, ce n'est pas fini. Si le mariage échoue, la dot devient un champ de bataille légal. Vous êtes au milieu. Sans avocat, sans voix. Certains hommes menacent de rendre la fille invalidée si la dot ne suffit pas. L'équivalent médiéval du chantage affectif avec une touche de menace sociale. Mais voilà le vrai cœur du problème. Votre dot vous suit, vous définit, vous précède. Quand on parle de vous dans le village voisin, on dit « c'est la fille avec le pressoir en dot », pas celle qui rit fort, pas celle qui fait de beaux dessins dans la cendre du foyer. Non, celle avec le pressoir. Alors vous apprenez à sourire quand on vous demande ce que contient votre coffre. Vous récitez les éléments comme une prière. Vous les connaissez par cœur, parce qu'ils sont, en un sens, votre seule arme, votre seule promesse d'avoir un peu de place quelque part. Et quand on soulève le couvercle du coffre, le jour de votre départ, vous regardez ces objets un à un. La nappe cousue par votre mère, la bourse de cuir faite par votre frère, les petits sabots pour votre futur enfant, et tout cela vous semble si lourd, pas physiquement, lourd comme un adieu, comme un point final qu'on n'a pas encore osé écrire. Vous vous tenez là, devant lui. C'est le jour du mariage. Les cloches sonnent comme des casseroles secouées trop fort. Vous êtes habillé d'une robe raide qui gratte derrière les genoux, coiffé à en tirer les tempes, et vous portez un sourire cousu aux lèvres. Il est là, votre mari. Il a une barbe grisonnante, un ventre ferme comme un tonneau et 2 doigts manquants à la main gauche. On dit que c'est une blessure de guerre, mais vous soupçonnez la roue du moulin. Il vous salue avec une révérence hésitante et vous appelle déjà petite dame. Vous avez 10 ans. Lui, 47. Et vous réalisez, épouser un vieillard, c'est juste courant. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un scandale. C'est une stratégie. Dans les familles aisées ou les lignages ambitieux, l'homme se marie tard, une fois qu'il est installé, riche, stable. Et il veut une épouse jeune, fertile, docile, qui aura le temps d'avoir des enfants avant ses rhumatismes. C'est logique. D'un point de vue strictement utilitaire, ce genre de mariage, vous en avez vu d'autres. Une voisine, mariée à 11 ans, avait un époux de 52. Il l'appelait sa petite colombe, puis s'agaçait quand elle pleurait la nuit. Une autre, encore plus jeune, fut mariée à un veuf 2 fois son âge, avec déjà 4 enfants adultes, qui l'appelaient belle-mère. Vous imaginez la tension autour de la soupe. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces unions étaient la norme dans toutes les couches sociales. Chez les paysans, on tendait à marier plus tôt, mais entre gens du même âge. Les nobles, eux, préférèrent les écarts. Une jeune épousée garantissait des héritiers et, soyons francs, un contrôle plus facile. Un homme mûr, c'est censé être patient,
sage. En réalité, c'est souvent juste, autoritaire. Votre mari à vous? Il a une haleine de fromage sec, des sourcils broussailleux, et il rit fort. Il vous touche l'épaule comme on caresse un animal bien dressé. Il vous présente sa maison, son domaine, son chien borgne. Vous hochez la tête, dites « merci », souriez. Intérieurement, vous êtes une flaque. Une toute petite flaque qui voudrait s'infiltrer entre les lattes du plancher et disparaître. La première nuit, vous dormez dans un lit à baldaquin qui sent la cire et l'humidité. Il vous laisse seul, fort heureusement. Il dit « On attendra que tu sois prête ». Mais ce n'est pas vous qui décidez ce que « prête » veut dire. C'est lui. Vous êtes une page blanche dans son livre déjà bien rempli. Et vous découvrez un nouveau quotidien. Le matin, il boit son vin tiède en vous demandant si vous avez bien dormi. Vous répondez que oui. C'est un mensonge. La porte grince, le lit grince, même les tapis crissent. Vous n'avez pas dormi. Vous avez compté les poutres au plafond, et les années, et vos espoirs. Une anecdote étrange vient à l'esprit. Dans un petit village normand, une fillette mariée à un marchand vieillissant exigea, dès sa première semaine d'épouse, de dormir dans la remise, avec les chèvres, disait-elle. Elle y resta 3 mois. Finalement, c'est le prêtre du village qui intervint. Il conseilla au mari de faire preuve de patience. Traduction. Attendez un peu avant de consommer votre achat. Et vous, dans tout cela, vous devenez une adulte miniature. Vous portez les clés de la maison. Vous gérez les servantes. Vous apprenez à parler doucement, à plier les draps, à ne pas éternuer trop fort. Parce qu'on vous observe. Parce que vous représentez votre mari maintenant? Oui, même si vous êtes plus jeune que sa nièce. Il vous offre un bijou, un jour, un petit médaillon en étain, gravé. Pas avec votre nom, avec le sien. Il dit, « Comme ça, tu te souviendras à qui tu appartiens. » Et vous, vous souriez. Encore, parce que c'est ce qu'on attend. Les rares moments de solitude, vous les passez dans le jardin. Il y pousse des herbes folles. Vous y cueillez des tiges fines que vous tressez en bracelets. Vous les enterrez parfois. Vous imaginez qu'un jour, quelqu'un les retrouvera et saura que vous avez été là, une enfant cachée dans un corps d'épouse. Les disputes entre les enfants du mari et vous sont silencieuses. Une belle fille adulte qui vous ignore, un fils qui soupire bruyamment quand vous vous asseyez à table. Ils ne vous haïssent pas, ils vous méprisent doucement, comme une poupée installée sur une chaise de bois. Un jour, vous tombez sur un document plié dans un coffre. Un contrat de mariage, le vôtre. Il mentionne votre nom et votre âge. Vous avez 9 ans à la signature. Votre père y a mis sa marque. Pas vous. Vous n'avez même pas su tenir la plume. Les curés ont béni cette union. L'Église, qui devrait protéger les faibles, s'en remet souvent aux coutumes locales. Tant que la cérémonie est propre, que les chants sont justes, que personne ne crie, tout est bon. Dieu approuve les mariages, même les plus improbables, dit-on, à croire qu'il ferme les yeux plus fort que tout le monde. Certains abbés, plus consciencieux, conseillent de différer la cohabitation. Mais ce ne sont que des mots, une suggestion, pas une règle, et votre mari n'aime pas les suggestions. Alors vous vous levez chaque jour à ses côtés, vous préparez le déjeuner, vous écoutez ses récits de chasse, vous l'accompagnez au marché, vous êtes là, présente. Docile, et chaque soir, quand vous vous déshabillez seul dans la petite pièce voisine, vous regardez vos genoux écorchés d'enfant et vous vous demandez si quelqu'un d'autre s'en souvient encore. Vous vous rappelez peut-être de cette sensation étrange. Votre corps change, et ce n'est pas la lune qui vous le dit, mais le regard des autres. Vos robes deviennent trop courtes, vos bras plus lourds, et pourtant, la puberté arrive après tout le reste, après le mariage. Après la dot, après les leçons de cuisine et les sourires forcés à la belle-mère. Vous êtes déjà marié, déjà installé, déjà appelé dame, alors que vous avez encore des joues de bébé. C'est là
Le paradoxe gluant du Moyen Âge, votre statut social bascule dans le monde adulte bien avant votre biologie, et personne ne semble s'en offusquer. Au contraire, on dit que vous êtes bien en avance pour ton âge, comme si c'était une médaille. Le moment où vous avez vos premières règles est à la fois discret et terrifiant. Vous vous souvenez de la servante qui a levé les yeux vers le ciel et dit « Enfin, elle est mûre », comme un fruit. Un fruit qu'on va maintenant pouvoir consommer sans scrupule. Charmant. Et à partir de là, tout s'accélère. Vous entrez dans le cercle de celles qui peuvent porter un enfant. Vous ne le comprenez pas encore, mais vous voyez les regards changer. Même le chien semble plus silencieux autour de vous. Votre mari, lui, devient attentif. Trop attentif. Les historiens débattent encore de la fréquence des grossesses précoces au Moyen Âge. Certains suggèrent que beaucoup d'unions enfantines n'étaient pas consommées avant la puberté. D'autres rappellent qu'en l'absence de loi stricte, cela dépendait uniquement du bon vouloir du mari et du silence de la communauté. Ce silence qui, vous le sentez, est partout. Une anecdote vous revient, celle d'une jeune Gasconne mariée à 10 ans, enceinte à 13, morte à 14, des suites de couches difficiles. Son nom n'a pas été conservé. On l'appelle simplement la petite depuis Sainte-Marie. Et elle n'était ni la première, ni la dernière. La grossesse, dans votre monde, est un passage obligé, une marque de réussite. Vous êtes félicité, admiré. On vous offre des galettes au miel et des croix en bois béni. On vous recommande des potions à base d'angélique et de thym. Mais vous avez encore du mal à faire vos lacets sans tomber. Et ce ventre qui pousse, ce n'est pas une promesse de bonheur. C'est un poids, une peur. Vous sentez les mouvements à peine, comme des bulles qui éclatent. Et autour de vous, tout le monde vous rappelle que c'est normal, que c'est ce pourquoi vous êtes faite, que c'est votre destin. Votre mari est fier, il vous flatte l'épaule, vous dit que vous êtes bien parti. Il parle déjà d'un deuxième enfant, d'un héritier. Et vous ne pensez qu'à la douleur à venir, à la naissance, aux cris, aux risques, parce que vous entendez les servantes parler entre elles. Vous les entendez murmurer des noms de mortes, des histoires d'utérus arrachés, de bébés sans souffle, et ça vous hante. Votre mère vient parfois vous voir. Elle vous apporte du bouillon, des tissus propres. Elle ne dit rien de l'essentiel. Elle sourit doucement. Mais dans ses yeux, vous lisez une chose que vous n'avez jamais vue avant, la culpabilité. Elle sait, elle savait, elle n'a rien pu faire, ou n'a pas voulu. Difficile à dire. Les jours passent et votre ventre s'arrondit. Vous ne pouvez plus courir, plus grimper, plus vous allonger à plat ventre. Votre dos vous fait mal, vos pieds gonflent, vous avez 13 ans. Et puis vient le grand jour. La sage-femme entre. Elle sent l'ail et la suie. Elle vous dit de ne pas crier trop fort. Les murs sont fins. Votre mari attend dehors. Il veut un fils. La douleur, ce n'est même plus une douleur. C'est un monde entier qui bascule. C'est un feu, un tremblement, une explosion de lumière et de vertige. Et quand enfin, vous tenez ce petit paquet dans vos bras, vous ne pensez pas à l'amour? Vous pensez, est-ce que je vais mourir maintenant? Mais vous survivez, par miracle. Vous survivez. Et tout le monde vous dit bravo. Vous êtes une femme, une vraie, maintenant. À 13 ans. On vous sert un bouillon spécial, des galettes tièdes. On vous installe près du feu. On vous entoure. Et au fond de vous, vous vous sentez vide. Pas dans le corps, dans l'âme. Parce qu'une chose est certaine, quelque chose en vous a vieilli d'un seul coup. Un rideau s'est baissé. Une voix s'est tue. Et l'enfant. Vous l'aimez sans doute, mais vous ne savez pas encore comment. Vous êtes vous-même à peine sorti du pays des histoires. Vous vous souvenez encore des comptines? Vous aimeriez qu'on vous en chante une? Les semaines passent. Votre mari parle déjà d'un second. Les voisines sourient. On dit que vous êtes prometteuse.
Vous n'osez plus regarder votre reflet dans l'eau, parce qu'à chaque fois, vous vous demandez, est-ce que c'est bien moi, cette petite fille mariée, mère, adulte, avant même d'avoir su ce qu'est la liberté? Un dimanche matin, il pleut doucement sur les tuiles. Vous êtes assise au bord du lit, encore engourdie, le ventre mou depuis l'accouchement. Et puis il frappe à la porte. Non, pas votre mari. Le curé. En personne. Un petit homme au regard humide et au manteau qui sent l'encens froid. Il vient bénir l'enfant. Et vous, accessoirement. Mais surtout, il vient bénir ce mariage. Ce que vous êtes devenu. Ce que vous êtes censé incarner. L'Église vous a marié. Elle vous a béni. Elle a validé tout ça sans sourciller. Et maintenant qu'un enfant est né, elle se félicite. Une union fructueuse, murmure le prêtre en aspergeant le berceau. Mais vous vous demandez si Dieu regarde vraiment tout ça, ou s'il a simplement décidé de dormir un peu plus longtemps cette année. Car l'Église, c'est une étrange créature. Elle dit défendre les innocents, mais elle bénit les mariages d'enfants. Elle parle d'amour divin, mais prêche l'obéissance à l'époux comme une vertu sacrée. Elle condamne la luxure, sauf quand elle est couverte par un contrat signé, même si vous n'avez pas encore vos dents de sagesse. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces contradictions étaient assumées ou simplement ignorées. Certains soutiennent que les clercs savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais se consolaient avec l'idée que c'était pour le bien de la communauté. D'autres pensent que ces prêtres étaient eux-mêmes pris dans une toile de règles, de coutumes, de peur du scandale. Alors ils faisaient au plus simple, ils fermaient les yeux. La cérémonie du mariage religieux, vous vous souvenez à peine. Vous portiez une robe trop longue, des fleurs fanées dans les cheveux, et vous répétiez des mots latins sans savoir ce qu'ils signifiaient. Obéissance, soumission, devoir conjugal, tout cela sonnait comme une comptine sombre. Le curé vous a souri, puis a levé la main, puis c'était fini. Mari et femme, jeu terminé. Et pourtant, cette même Église insiste pour dire que le mariage doit être fondé sur le consentement. 2 cœurs libres, 2 esprits ouverts. Libres? Vraiment? Vous? Mariés avant même de comprendre ce qu'était un baiser, un choix, un non? Un jour, vous avez entendu une dispute entre 2 notables. L'un reprochait à l'autre d'avoir marié sa fille trop tôt. L'autre répondit « Mieux vaut une épouse vivante qu'une vierge en disgrâce. » Voilà la théologie appliquée. La peur de la honte dépasse l'idée même de justice. Dans les sermons, on vous dit que la femme doit être soumise, qu'elle est née de la côte d'Adam, non de sa tête, ni de ses pieds, ni au-dessus, ni en dessous, toujours à côté. Mais vous vous sentez souvent sous la pression, sous le regard, sous le silence. Une anecdote racontée dans un recueil monastique mentionne une fille de 10 ans, mariée à un homme de 35, dont l'Église avait béni l'union pour éviter qu'elle ne chute dans le péché. Cette fille, quelques mois plus tard, entra dans un mutisme complet. Elle ne parla plus jamais. Elle fut surnommée la Sainte du silence. Poétique? Non. Et pourtant, parfois, un prêtre ose s'interroger. Dans un coin reculé d'Italie, un moine bénédictin aurait refusé de marier une fillette de 8 ans. Il aurait dit « Le Christ n'est pas venu pour cela ». On l'envoya dans un autre monastère. Silence. Ce n'est pas que l'Église ignore les douleurs. Elle les enveloppe de prières. Elle parle de sacrifices, de croix à porter, comme si votre souffrance n'était qu'un épisode spirituel, comme si porter un enfant à 12 ans faisait de vous une martyre éclairée. Spoiler, ce n'est pas le cas. Vous êtes juste une enfant épuisée avec des saignements chroniques. Et pourtant, vous continuez à croire, un peu, parce qu'il faut croire, parce qu'on vous a dit que sans la foi, vous n'êtes rien. Vous récitez vos psaumes, vous allumez des cierges, vous priez la Vierge Marie, en espérant qu'elle entende les voix douces, les prières chuchotées par celles qu'on n'écoute jamais, et dans tout cela, l'hypocrisie devient palpable.
Vous entendez un jour un autre curé s'exclamer « Trop de jeunes filles sont dépravées, elles ont besoin d'un mari pour les guider. » Vous aviez 11 ans. Vous veniez de perdre une dent. Dépravé? La morale religieuse, en réalité, est une balance très étrange. Elle pèse plus lourd sur les faibles, les filles, les pauvres, les silencieuses. On vous fait croire que votre vertu est liée à votre soumission, que votre salut dépend de votre capacité à supporter l'inacceptable avec grâce. Et dans cette doctrine, le péché, c'est vous, pas ceux qui ont choisi à votre place, pas ceux qui vous ont vendu, pas ceux qui ont béni. Vous, un jour, vous croisez les yeux d'une autre fille, dans la nef. Elle est plus jeune. Elle tremble. Elle vous regarde avec une lueur dans le regard, celle qu'on a juste avant de pleurer. Et vous comprenez que vous êtes, à présent, de l'autre côté. Vous êtes l'exemple, l'épouse, celle à qui on dira « Tu vois, elle s'en est sortie ». Vous vous souvenez de la boîte brodée, offerte avant vos noces? Vous l'avez encore. Dedans, une mèche de cheveux, un petit ruban et une perle en bois. Vous ne savez pas pourquoi vous les gardez. Peut-être parce que c'est le seul endroit où quelque chose vous appartient encore. Et si, un matin, vous disiez non? Vous êtes là, la main posée sur le rebord d'un baquet d'eau tiède, le regard fixe sur un point flou entre deux planches mal clouées. Et l'idée s'insinue doucement. Une idée dangereuse. Une idée que vous n'avez jamais osé penser à voix haute. Et si vous refusiez? Si vous disiez « Non, je ne veux pas ce mari, pas cette vie, pas ce rôle qu'on vous a collé sur le dos comme une cape trop lourde. » Mais attention, on ne dit pas non au Moyen Âge comme on refuse un dessert. Dire non, c'est défier un ordre social, une mécanique rodée, une religion muette, une famille entière. Dire non, c'est signer votre bannissement, votre silence, ou pire, votre effacement. Et pourtant, certaines l'ont fait. Il y a eu cette fille dans le nord de la France, 14 ans, promise à un notaire bedonnant. Elle s'est enfermée dans le clocher et a jeté la clé. 3 jours. 3 jours entiers à crier qu'elle préférait mourir que de se marier. Ils l'ont descendue, de force. Elle a fini dans un couvent, ce qu'on appelle alors un compromis. Parce que oui, le couvent, c'est le refuge institutionnel des filles récalcitrantes. Pas toujours un châtiment, mais rarement un choix. Il y fait froid, il y fait sombre, et les prières remplacent les cris. Là-bas, on apprend à aimer le silence, à recoudre des vêtements usés, à oublier son prénom. Une autre anecdote, venue d'Allemagne cette fois. Une jeune noble aurait simulé une maladie pendant plusieurs semaines, espérant repousser son mariage. Le médecin de famille déclara qu'elle était tourmentée par des esprits. Traduction. Hystérique. On décida de la marier quand même pour la guérir. C'est ça, votre dilemme. Résister, c'est être vu comme malade, comme ingrate, comme étrange. On vous soupçonne alors de sorcellerie, de malédiction familiale ou simplement d'égoïsme. Vous n'avez que 13 ans, mais on attend déjà de vous que vous pensiez comme une femme de 50. Stratégie, honneur, réputation. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point les femmes médiévales avaient une marge de manœuvre réelle. Certains textes juridiques insistent sur le consentement de l'épouse, mais ils n'expliquaient pas ce qu'il en coûte de dire non. Et les témoignages de résistance sont rares, souvent filtrés par des chroniqueurs masculins peu compatissants. Et si vous faisiez semblant d'être trop bête, trop sale, trop maigre? Certaines jeunes filles ont essayé. L'une d'elles, dans les Flandres, aurait cessé de parler pendant des mois. On la pensait simple d'esprit. On annula ses fiançailles. Elle se remit à parler. 3 jours plus tard. Héroïne ou légende? Difficile à dire, mais vous y pensez, parfois, avec un sourire complice. Votre propre refus, vous l'imaginez parfois. Vous partez en courant, à travers les bois, avec une pomme volée et une couverture. Vous rejoignez un village inconnu. Vous devenez herboriste, diseuse de bonne aventure, marchande de secrets. Mais à chaque fois,
le rêve s'effondre sur un détail. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas qui vous aiderait. Et puis, la peur. Elle ne vous quitte jamais vraiment. Elle est dans les regards, dans les gestes brusques, dans les prières murmurées un peu trop fort. Vous avez vu ce qui arrive aux filles qui déplaisent. On les exclut, on les isole, on les oublie. Mais certaines, malgré tout, trouvent une ruse. Comme cette veuve italienne du XVe siècle, remariée de force à un cousin éloigné. Elle a profité d'une visite à l'église pour s'enfermer dans la chapelle et invoquer le droit d'asile. L'évêque, pris au dépourvu, a dû convoquer un tribunal ecclésiastique. Résultat, elle est restée à l'église pendant 2 ans, vivant d'aumônes et de silence. Finalement, son mariage a été annulé. Mais à quel prix? Et vous, vous êtes là, dans votre maison, avec votre mari qui ronfle, et vous songez à tout cela. Vous regardez votre enfant qui dort paisiblement, une main potelée sur la joue, et vous vous dites, est-ce que je le veux, lui, pour ma fille? Est-ce que j'aurai la force de briser le cycle? D'empêcher un autre contrat, une autre dot, une autre robe trop grande? Mais dire non, ce n'est pas toujours fuir. Parfois, c'est écrire, parfois, c'est parler, discrètement, à d'autres femmes. Vous entendez des murmures, des histoires, une épicière qui protège une jeune orpheline, une sage-femme qui retarde des noces en inventant des maladies, une nourrice qui cache des lettres. Les refus ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont silencieux, tenaces, minuscules. Un plat trop salé, une robe mal recousue, une messe évitée, des grains de sable dans la machine, des grains de sable que vous apprenez à semer. Alors, peut-être que ce soir, vous ne direz pas non. Pas encore, mais vous le pensez. Fort, et c'est un début. Vous vous souvenez du jour où on vous a dit « Tu n'as pas le choix », eh bien, vous commencez à vous dire que si, peut-être que si, vous êtes toujours là. Des années ont passé et vous êtes encore debout. Moins droite, peut-être, plus prudente. Vous avez appris à marcher avec les épaules rentrées, à répondre sans trop en dire, à éviter certains mots qui font grincer les dents des hommes. Mais vous êtes là, ce qui, en soi, est un petit miracle. Et puis un jour, vous entendez une histoire, celle d'une femme, une vraie, une d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'il y a 5 siècles, qui, comme vous, s'est mariée trop tôt, trop vite, trop souvent, et qui a décidé de ne pas mourir avec ce silence. Une héritière qui a refusé un 2e mariage, une veuve qui a racheté sa liberté, une recluse volontaire qui, entre les murs d'une petite pièce, a trouvé un espace à elle. Elles ne sont pas nombreuses, ces femmes. Mais elles existent. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces trajectoires de résistance ont laissé une empreinte. Est-ce que leur silence était volontaire? Est-ce qu'elles ont réellement choisi ce qu'on leur a laissé croire? Ce qui est sûr, c'est qu'à travers elles, une autre voix se dessine. Une voix ténue, mais têtue. Vous pensez à toutes celles qui n'ont rien pu dire, et à celles qui ont parlé, une seule fois, juste assez pour qu'on les écoute, un instant, avant de les faire taire. Peut-être qu'il suffit d'un seul murmure pour faire frissonner un mur de pierre. Votre fille a maintenant 10 ans. On commence à parler d'elle. On évoque une alliance, un cousin d'un cousin. Vous ne dites rien. Vous écoutez, vous notez, mais à l'intérieur, vous bouillonnez. Vous savez ce qui vient. Vous avez été à sa place. Alors vous décidez d'agir lentement, par petites touches. Vous retardez les rendez-vous. Vous inventez des empêchements. Vous dites qu'elle est trop vive, qu'elle n'est pas prête, qu'elle a encore des accès de fièvre. Vous apprenez le mensonge bienveillant, celui qui sauve sans bruit. Vous n'êtes pas une héroïne. Vous êtes fatigué. Vos mains sont rêches, votre dos vous fait souffrir. Mais votre regard est plus ferme qu'avant. Il ne fuit plus, et parfois, la nuit, dans ce silence familier,
Vous vous couchez à côté de votre mari, plus vieux encore, ronflant comme une forge éteinte, et vous vous rappelez de la boîte brodée, du curé au manteau râpé, du pain moisi, du chien borgne, de vous, enfant, et vous murmurez, à peine audible, « Je n'ai pas oublié ». Parce que c'est ça, survivre. Ce n'est pas oublier, c'est porter, avec calme, avec colère, parfois avec un humour discret, comme lorsqu'on cache une lettre sous une nappe. Et si vous avez tenu, ce n'est pas parce qu'on vous a aidé, c'est parce que, malgré tout, vous avez inventé des poches de résistance dans une vie cousue de silence. Vous vous souvenez de la fillette qui voulait fuir? Vous l'êtes encore, parfois. Mais aujourd'hui, elle a des mots, et peut-être même une plume, ou juste une voix. Et cette voix, même si elle tremble, continue de dire « Non, pas elle, pas encore. Il est tard maintenant, n'est-ce pas? Peut-être que vous êtes déjà à moitié endormi. Et si c'est le cas, parfait. L'histoire peut se taire doucement. Loin des cris d'assemblée, des cloches du mariage, des pas lourds dans le couloir, loin des contrats en parchemin, des regards fuyants, des robes trop grandes. Vous avez suivi le parcours d'une vie volée trop tôt, d'une enfance échappée entre les mailles d'un filet trop serré. Et pourtant, malgré tout, malgré le poids, malgré l'injustice tranquille du quotidien, il y avait encore des pensées, des ruses, des soupirs qu'on n'a pas étouffés. Là, maintenant, laissez tout cela se dissoudre dans le noir. Imaginez les flammes d'un foyer, le murmure du vent dans les poutres, le grincement familier d'une chaise. Vous n'avez plus besoin de lutter, plus besoin de comprendre. Vous êtes en sécurité ici, dans cette lenteur douce. Fermez les yeux, respirez. Oubliez la robe, oubliez les mots anciens. Il ne reste que vous et ce calme lent, infini, presque moelleux. La nuit vous appartient.